Équilibre d'un solide soumis à deux forces. Équilibre d'un solide sous l'action de deux forces. Considérons un solide S suspendu par un fil Activité 1. Fait l'inventaire des forces appliquées au solide S. Donc là, le solide S est en contact avec le fil, en contact avec l'air, et bien sûr, il est dans le champ de gravité. Donc, le fil exerce une force, l'air exerce une force, mais son intensité est négligeable. Donc, il nous reste le poids. Donc, contact S est en contact avec le fil uniquement. On ne prend pas en considération l'air. Donc, il subit l'action de ce dernier qu'on note vecteur T. Distance. Il n'y a ni champ magnétique ni champ électrique. Donc, S subit uniquement l'action de son poids. Question 2. Compare les lignes d'action et les sens des deux forces. Donc on sait que la ligne d'action des poids passe par son centre de gravité et il est vertical. La ligne d'action est concrétisée par le fil ou matérialisée par le fil. Donc les deux lignes d'action sont confondues. Question 3. Par application des principes des centres d'énergie, compare les intensités des deux forces. Donc, puisque la vitesse des centres d'énergie est nulle, on a la somme des forces, c'est-à-dire P plus T est égal au vecteur nul, soit le vecteur P est égal moins le vecteur T. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires. Par conséquent, elles ont la même intensité. L'intensité, c'est le module ou valeur absolue. Donc, les deux forces ont la même intensité. Question suivante. Si on change la direction des fils, donc si on change la direction des fils, le solide va avoir un mouvement de rotation. Donc la condition pour la non-rotation des solides S est que les deux lignes d'action soient confondues. Question 6. Détermine une condition pour l'immobilité des centres d'énergie de S, soit Vg est égal à 0. Donc on l'a vu en appliquant le principe d'énergie. Pour que le centre d'énergie soit immobile, la somme des vecteurs force doit être nulle. Question 7. Cite les deux conditions pour que S soit en équilibre. Donc on va faire uniquement un rappel, on les a déjà énoncées. Donc les deux conditions pour qu'un solide soumis à deux forces soit en équilibre. D'abord, elle doit avoir des lignes les forces doivent avoir des lignes d'action confondues.
et des sens opposés, et la somme des vecteurs force doit être nulle. Conclusion. Pour qu'un solide soit en équilibre sous l'action de deux forces, deux conditions doivent être satisfaites. La première condition, c'est une condition de non-rotation, c'est-à-dire pour que le solide ne tourne pas. Cette condition consiste en des lignes d'action confondues. Les deux forces doivent avoir des lignes d'action confondues. Condition d'immobilité des centres d'inertie, les deux forces doivent être opposées. C'est-à-dire elles doivent avoir la même ligne d'action ou des lignes d'action confondues, des sens opposés et la même intensité. Donc, dorénavant, l'étude de l'équilibre, on doit considérer deux conditions, conditions de non-rotation et conditions d'immobilité des centres d'inertie. La tension d'un ressort. De 1, élongation d'un ressort. En tirant le bout libre des ressorts, sa longueur augmente. Et si on le comprime, sa longueur diminue. Définition. On appelle élongation delta L d'un ressort la variation de sa longueur. Delta L est égal à la longueur finale moins la longueur initiale ou d'origine. De 2, relation entre la tension d'un ressort et son élongation. Expérience. On suspend des masses marquées à l'extrémité libre d'un ressort qui se trouve dans une position verticale. À chaque fois, on mesure son élongation ou sa longueur. Donc là, on a mesuré son élongation et on a trouvé les valeurs 0,5, 0,5, 10, etc. en millimètres. Activité 2. Complète le tableau précédent en dont G, l'intensité des champs de pesanteur est égale à 9,8 N par kg. Question 2. Fait l'inventaire des forces appliquées en masse marquée. Question 3. Par application des principes d'inertie, donne la relation entre les vecteurs force appliqués à la masse marquée. Question 4. Déduit la relation liant l'intensité T de la force appliquée par le ressort à la masse marquée, ce qu'on appelle tension de ressort, et P, l'intensité des points de la masse marquée. Question 5. En utilisant les données des tableaux précédents, trace la courbe
T égale F de delta L, c'est-à-dire la tension en fonction de la variation de l'élongation. Question 6. Déduis la forme de l'équation numérique de la courbe obtenue. Question 7. Calcule la valeur des coefficients directeurs de la courbe obtenue et détermine son unité. Question 8. Quelle est la nature de la relation liant la tension des ressorts à son élongation? Bon, vous pouvez arrêter la vidéo et répondre aux questions. En question 1, tableau de mesure. On doit compléter la dernière partie. Bon, là, on devait avoir le P. Donc, comment calculer P? C'est 1 fois G. Donc, on multiplie la masse par G. Bien sûr, on doit convertir la masse en kilogrammes. Inventaire des forces. La masse marquée cible l'action des ressorts, c'est-à-dire la tension de ressort, T, et son poids, c'est-à-dire le poids de la masse marquée. Relation entre les deux vecteurs force. Là, on va appliquer le principe d'inertie. La masse marquée est immobile, c'est-à-dire son centre d'inertie à une vitesse nulle. Par conséquent, la somme des forces appliquées à la masse marquée est égale au vecteur nul, c'est-à-dire T, vecteur T, est égal moins vecteur P. Question 4, relation entre les intensités. Donc on l'a vu tout à l'heure. Les deux vecteurs sont collinéaires, puisque l'un est égal moins l'autre. Donc ils sont collinéaires. Donc ils ont le même module. P est égal T. On trace la courbe T en fonction de delta L. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a démontré que T est égal P, on a remplacé le P par T. Donc, il faut d'abord construire un repère avec une échelle. Donc, j'ai pris cette longueur comme unité de tension au 0,5. Là, j'ai 10 mm. Donc, on pose les points. Le premier point, on a 0 pour 0. Donc, il sera là. Après, on pose les autres points. 5 avec 0,2, 14 avec 0,49, etc. Donc, on obtient l'ensemble des des points. Pour avoir la courbe, il suffit de les relier. Donc, on constate que les points sont linéaires. Donc, la courbe est une droite passant par l'origine de repère. Forme de l'équation de la courbe. Donc, on a une fonction linéaire, puisque la courbe est une droite passant par l'origine. Donc, on a une fonction linéaire. Son équation sera sur la forme T est égal à une constante fois delta L, c'est-à-dire Y est égal à X. Détermination de coefficient. Donc, pour déterminer le coefficient, on prend deux points, deux ordonnées sur
les abscisses correspondants. Ça nous donne 0, 0, 332. L'unité des numérateurs, c'est le newton. L'unité des dénominateurs est le millimètre, ce qui nous donne comme unité newton par millimètre. Donc, on l'a converti en unité internationale, ce qui nous donne 32 newton mètre moins 1. Le millimètre, c'est 10 moins 3 mètres. Le 10 moins 3 sera monté en haut, donc on multiplie le tout par 1000, ce qui nous donne 32. Nature de la relation, donc puisqu'on a obtenu une courbe sous forme d'une droite passant par l'origine, la relation est une relation de proportionnalité. Donc les T est linéairement proportionnel à delta L. Conclusion. La tension d'un ressort, c'est-à-dire la force exercée par un ressort, aspire non jointif est linéairement proportionnel à son élongation, soit T est égal K fois delta L. Donc j'ai oublié de noter que la constante K, on l'appelle la raideur des ressorts. 3. Poussée d'Archimède. On va étudier là une autre force qui est la poussée d'Archimède. Définition. On plonge un ballon en plastique dans de l'eau, puis on le lâche. Donc on a le ballon plongé dans l'eau et on le lâche. Bien sûr, le ballon remonte en surface et se stabilise. Activité 3. Question 1. Fais l'inventaire des forces appliquées au ballon. Question 2. Rappelle la condition nécessaire pour mouvoir un objet. Question 3. Laquelle des forces fait bouger le ballon? Question 4. En quoi consiste le rôle de cette force? Autrement dit, si cette force n'était pas présente, qu'arrivera-t-il au ballon? Question 5. À l'état d'équilibre, applique le principe d'inertie et déduit la relation entre les deux forces appliquées au ballon. Remarque, si on remplace l'eau par un autre liquide ou un gaz dans cette condition, donc si on utilise en général un fluide, on va observer le même phénomène. Inventaire des forces. Le ballon est en contact avec l'eau et elle subit l'action de son poids. Donc les deux forces sont le poids et l'action de l'eau. Deux conditions pour mouvoir un objet. Donc pour bouger un objet, on applique une force. Laquelle des deux forces fait bouger le ballon? Bien sûr, le poids, on le sait, a une action vers le bas. Donc c'est la deuxième force, c'est l'action de l'eau qui fait monter le ballon. Rôle de la force appliquée par l'eau. Donc en son absence, le ballon va descendre vers le bas. Donc que fait cette force? Elle se pose au poids. Elle empêche l'action des poids.
relation entre les deux forces, on applique le principe d'inertie puisque à l'immobilité VG est égal à 0, au vecteur nul. Par conséquent, la somme des forces est égale à vecteur nul. Et on déduit que les deux forces ont la même intensité. Bien sûr, c'est lorsque le ballon se stabilise à la surface de l'eau. Définition. On appelle poussée d'Archimède la force appliquée par un liquide ou un gaz, c'est-à-dire en général par un fluide, sur un objet surnageant ou émergé dans ce fluide. Donc la poussée d'Archimède se pose au poids de l'objet qui l'a subi. Donc c'est une force anti-gravité. Mesure de l'intensité de la poussée d'Archimède. Donc on sait que pour mesurer l'intensité d'une force, on utilise un dynamomètre. Donc pour mesurer l'intensité de la poussée d'Archimède, on va procéder par deux étapes. Première étape, on suspend l'objet à un dynamomètre. Le dynamomètre nous donne une indication F1. Puis on prend cet objet et on le plonge dans le liquide ou dans le gaz, ça dépend des cas. Bien sûr, il va indiquer une valeur, le dynamomètre indiquera une valeur différente. Et F2 est inférieur à F1. Activité 4. Fais l'inventaire des forces appliquées au solide S dans la première étape. Question 2. Le dynamomètre indique une valeur F1 par application des principes d'inertie. Déduit une relation entre F1 et P. Question 3. Fais l'inventaire des forces appliquées au solide dans la deuxième étape. Question 4. Le dynamomètre indique une valeur F2 par application des principes d'inertie et la projection de la somme des vecteurs force sur l'axe OZ dirigé vers le haut déduit une relation entre FD ou F2 plutôt, F l'intensité de la poussée et P l'intensité des poids. Question 5. Déduit une méthode pour mesurer l'intensité de la poussée d'Archimède exercée par un fluide sur un solide. Donc l'inventaire des forces durant la première étape. Donc le solide est suspendu par le dynamomètre. Donc le dynamomètre exerce une force sur le solide et bien sûr il y a le poids puisqu'on est toujours dans le champ de gravité. Relation entre les deux vecteurs force. Donc une fois de plus, on va appliquer le principe d'inertie puisque le centre d'inertie des solides est immobile, Vg est égal à vecteur nul, la somme des forces est nulle et on a vu qu'elles ont la même intensité. Inventaire des forces lors de la deuxième étape.
Donc en plus des deux premières forces, on a l'action de l'eau, c'est-à-dire la poussée d'Archimède. Relation entre les intensités des forces. Donc la même chose, le centre d'inertie est immobile. Par conséquent, la somme des forces, donc là c'est 2, la somme des vecteurs force est égale vecteur nul. Et on projette cette somme sur l'axe OZ. Donc on a l'axe OZ, le poids, bien sûr on sait qu'il a une direction verticale sens vers le bas. Donc il se projette complètement sur l'axe puisqu'il est parallèle à l'axe. La poussée d'Archimède, on l'a vu, elle pousse vers le haut, donc en direction verticale. Donc il est complètement projeté puisqu'il est parallèle à l'axe OZ. De même, la force appliquée par le dynomètre est verticale. Donc il se projette totalement. Donc on a deux forces qui ont le même sens que l'axe OZ et le poids qui a un sens opposé à l'axe. Donc ça va nous faire F plus FD moins P. Méthode pour mesurer l'intensité de la poussée. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Il faut passer par les deux étapes, la détermination des poids, puis appliquer cette relation. Conclusion. Donc pour mesurer F, l'intensité de la poussée d'Archimède exercée par un fluide sur un solide, on mesure d'abord le poids, ou l'intensité de poids. On plonge le solide suspendu par le dynomètre dans le fluide et on note Ft, l'intensité indiquée par le dynomètre. Et on applique la relation F est égal à P moins Ft. Donc on a vu comment on a obtenu cette relation. Pour trouver les facteurs influençant la poussée d'Archimède. Commençons par le volume émergé. Donc, on va prendre un solide et on l'émerge partiellement et on note la valeur Fd1 du dynomètre. Donc on va faire varier le volume émergé et on note une fois de plus la valeur Fd2 et on constate qu'il est inférieur à Fd1. De même, on plonge complètement le solide et on obtient une valeur Fd3 inférieure à Fd2. C'est-à-dire que la valeur indiquée par le dynomètre va en diminuant. Observation, on observe une diminution de l'intensité indiquée par le dynomètre. Activité 5. Fait l'inventaire des forces appliquées à S. Rappelle l'expression donnant l'intensité de la poussée d'Archimède. Est-ce que le poids de S change lors de l'immersion de S? Interprète la diminution de Fd qui a entraîné la variation de la poussée d'Archimède.
on déduit une relation entre l'intensité de la poussée d'Archimède et VI, le volume émergé de S. Inventaire des forces, on l'a vu sur l'activité précédente. Le solide subit l'action du dynamètre, son poids et la poussée d'Archimède. Expression qui donne l'intensité de la poussée, on l'a vu sur le paragraphe précédent. On a F est égal au poids moins Ft, qui est l'indication du dynamètre. Variation des poids. Est-ce que le poids varie? Donc on sait que le poids est égal à 1 fois G. La masse est une constante des solides, donc elle ne change pas. Et on se trouve dans une zone où G est constante. Donc le poids ne change pas. Dans cette relation, le poids ne change pas. F et Ft diminue. Donc la diminution de Ft va entraîner une augmentation de F. Cause de la diminution de F, bien sûr, on a constaté une diminution de Ft. Plus on plongeait le solide, plus Ft diminuait. Donc la cause de la diminution de F, c'est l'augmentation de la partie des volumes émergés. Relation entre l'intensité de la poussée et le volume émergé. Plus le volume émergé d'un solide augmente, plus l'intensité de la poussée d'Archimède augmente. Conclusion. Donc le volume émergé a une influence sur la poussée d'Archimède. L'intensité de la poussée d'Archimède appliquée à un solide par un fluide augmente si la portion du volume émergé de ce solide augmente. Autrement dit, le fluide s'oppose à l'immersion du solide. Donc il empêche ou il résiste à l'immersion des solides dans le fluide. Remarque, on démontre que l'intensité de la poussée d'Archimède est linéairement proportionnelle au volume émergé des corps la subissant. C'est-à-dire, on a F égale constante fois VI. Autrement dit, si je double le volume émergé, alors l'intensité de la poussée va doubler. Application. Deux personnes A et B ayant un même poids, mais l'une est grosse alors que l'autre est svelte. Laquelle des deux personnes encourt plus le risque de noyade? La personne svelte a un volume émergé inférieur au volume émergé de la grosse personne. Donc c'est la personne svelte qui risque le plus d'être noyée. Donc on vient de voir que plus le volume émergé est grand, plus le fluide ou l'eau pousse, donc empêche la noyade. Autre facteur influençant la poussée d'Archimède, c'est la nature des fluides. Expérience, on plonge complètement maintenant, puisque le volume est un facteur influençant, on va
le rendre constant lors de cette expérience. Donc on plonge complètement le solide dans des liquides de masse volumique différentes. Alcool, éthanoate d'éthyle et eau. On commence par l'alcool, on obtient une indication FD1, puis l'éthanoate d'éthyle, on obtient une indication FD2 qui est inférieure à FD1. Puis l'eau, FD3 est inférieure à FD2. Observation, on observe une diminution de l'intensité indiquée par le dynamomètre. Activité 6. Détermine la raison de la diminution de l'intensité indiquée par le dynamomètre. Question 2. Détermine la grandeur qui a entraîné la variation de la poussée d'Archimède. Question 3. Propose une relation entre la variation de l'intensité de la poussée d'Archimède et la lourdeur des fluides qu'il exerce. Cause de la diminution de Fd. On a Fd est égal P moins F, donc la diminution de l'intensité indiquée par le dynamomètre est due à l'augmentation de l'intensité de la poussée d'Archimède. Donc on a vu sur l'activité précédente que le poids ne varie pas. Donc puisque Fd diminue, ça veut dire que F a augmenté. Cause de la diminution de l'intensité. Donc si on revient à l'expérience, on constate que plus le liquide est lourd, c'est-à-dire a une masse volumique supérieure, plus la valeur de la poussée augmente. Relation entre l'intensité de la poussée et la nature des fluides. Donc plus le fluide est lourd, c'est-à-dire a une masse volumique plus grande, plus l'intensité de la poussée d'Archimède est grande. Plus le fluide est lourd, masse volumique plus grande, plus l'intensité de la poussée d'Archimède qu'il exerce augmente. On remarque, on montre que l'intensité de la poussée d'Archimède est linéairement proportionnelle à la masse volumique des fluides. Même chose, si je double la masse volumique, l'intensité de la poussée double. Application. Les risques de noyade dans une eau douce, par exemple piscine, fleuve, barrage, etc., sont plus grands que dans une eau de mer. Propose une interprétation de ce phénomène. Donc on constate durant l'été des accidents de noyade au niveau des barrages et des fleuves, alors que au niveau de la mer, c'est moins risqué, surtout s'il n'y a pas de vagues. Donc pourquoi? L'eau de mer est plus lourde, donc a une masse volumique plus grande que 1. Donc il exerce une poussée d'Archimède d'intensité supérieure par rapport à celle exercée par l'eau douce. Expression de l'intensité de la poussée d'Archimède. Donc je rappelle que en physique, on essaie de traduire un phénomène par une équation.
Donc on a montré que l'intensité de la poussée d'Archimède est linéairement proportionnelle au volume de la portion émergée, linéairement proportionnelle à la masse volumique des fluides, et on démontre que l'intensité de la poussée d'Archimède obéit à la relation F est égal masse volumique des fluides multiplié par le volume émergé des solides multiplié par G, l'intensité des champs de pesanteur. Donc il faut faire là attention aux unités. Le volume doit être pris en mètres cubes. La masse volumique doit être prise en kilogrammes par mètre cube. En général, on vous la donne en grammes par centimètre cube. Et bien sûr, G, elle est toujours donnée en newton kilogramme moins 1. Autre expression de la poussée d'Archimède. Bon, là, c'est la prétendue expérience d'Archimède. Donc, elle devait savoir si la couronne est faite en or ou non. Donc, l'expérience qu'elle a fait, c'est ça. Elle a plongé la couronne dans un récipient plein jusqu'à la sortie avec de l'eau. Puis, elle a plongé la couronne. Une partie de l'eau s'est déplacée dans le deuxième récipient. Et elle a démontré que le poids de l'eau déplacée est égal à l'intensité de la poussée d'Archimède. Donc nous, on va la démontrer autrement. Pour l'immersion précédente, la poussée d'Archimède, on a ρ fluide fois V dans l'expression de F. Donc on avait F est égal ρ fluide fois VI fois G. Donc ρ fluide, c'est la masse volumique des fluides multipliée par le VI, qui est le volume déplacé des liquides. Donc masse volumique fois volume, ça nous donne la masse d'eau déplacée. Par conséquent, MT fois G nous donne le poids de l'eau déplacée, et en général des fluides déplacés. Donc on a une deuxième expression de l'intensité de la poussée d'Archimède qui est F est égal P fluide déplacé. Donc F est égal au poids des fluides déplacés. L'intensité de la poussée d'Archimède exercée par un fluide sur un solide est égale à l'intensité des poids des fluides déplacés par le solide lors de son immersion. Donc on a une force, chaque force a 4 caractéristiques qu'il faut connaître. Donc les caractéristiques de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède s'oppose au poids, donc elle a une ligne d'action verticale et un sens vers le haut. Son intensité peut être calculée en utilisant les deux relations qu'on a eues précédemment, ou les trois relations. Celle donnée par l'expérience F est égal P moins Ft, ou F est égal ρ fluide fois VI fois G, ou F est égal P fluide déplacé. Pour le point d'application C, on montre qu'elle est confondue avec le centre de gravité des volumes déplacés des fluides.
Donc on a le solide là. On va considérer uniquement la partie émergée. Et on prend le centre G de cette partie émergée. On le note C. Donc le point d'application est noté C. Et voilà. Direction verticale, sens vers le haut. Point d'application, centre de la partie émergée. Là aussi, on a la même chose. Poussée d'Archimède, verticale vers le haut. Et centre d'inertie, on considère la partie émergée uniquement. On ne considère pas la partie supérieure. Donc on cherche le G de cette partie. Bon, l'essentiel des cours. Si un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, F1 et F2, alors ces deux forces sont opposées. La tension d'un ressort représente la force appliquée par un ressort sur un objet. Elle a pour intensité T est égal K delta L. Je rappelle que K est la constante de raideur qui caractérise le ressort. La poussée d'Archimède est la force exercée par un liquide ou un gaz sur un objet. Elle s'oppose au poids et elle a pour intensité F est égal au fluide fois V émergé fois G. Et c'est la fin des cours. Bonne chance.